Ah, la télé. Depuis plus de 50 ans, elle trône fièrement dans nos salons, étant même centrale. Celle qui était le point de ralliement des soirées familiales ou amicales se meurt doucement. Elle a vu petit à petit sa programmation parasitée par des programmes abrutissants, tels que la télé-réalité. Et pourtant, dans les années 80 à 90, c'était son pic de popularité. Vous vous souvenez des mercredis matins Club Dorothée ? Des dimanches soirs avec sa cartoon, qui signait la fin du week-end et la reprise de l'école le lendemain. Bonjour, soyez les bienvenus pour sa cartoon. La télé était celle qui animait les débats à la cour de récré, intimant même les personnages que nous incarnions. Les enfants reproduisaient leurs dessins animés favoris, leurs films favoris. Comment peut-on penser que ces choses soient mauvaises ou voyez ? À cette belle époque, le film du dimanche soir en première partie, mais aussi le plus violent de 22h30, avait la chance parfois de se retrouver enregistré sur une cassette vidéo. Et un après-midi de vacances, je pioche au hasard une cassette dans l'étagère de mes parents. Et c'est là que je découvre un film qui va me marquer à vie. Running Man est un film américain sorti en 1987, retenez la date, elle est importante, et réalisé par Paul Michael Glaser. Si ce nom ne vous parle pas, sachez que vos parents, eux, si, puisqu'il a eu le rôle de Starsky dans la série Starsky et Hutch. Et ce cher Paul Michael a réalisé le film Kazam avec Shaquille O'Neal. Vous l'avez pas vu venir, hein ? Running Man est l'adaptation d'un roman du même nom de Stephen King, publié en 1982. Retenez cette info, elle est importante. À sa sortie, le film rapportera un total de 38 millions de dollars pour un budget de 27 millions. Ce qui est bien, mais bon, pas ouf. Le rôle principal est tenu par un fringant Schwarzenegger qui sortait de Conan, Terminator et Commando. On le verra au cinéma la même année, en chasseur d'aliens perdus en pleine forêt amazonienne dans le cultissime Predator. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Bref, vous l'aurez compris, on nage en pleine Schwarzenmania. Dans un futur proche, Ben Richard est un prisonnier qui se retrouve propulsé dans un jeu sanglant appelé Running Man. Le concept est simple. Le candidat est poursuivi par des trackers armés jusqu'aux dents et qui ne cherchent qu'une chose, le tuer. Notons d'ailleurs que la palette d'antagonistes est haute en couleurs. Ben Richard disposera de 3 heures pour leur échapper en traversant une map dévastée. À la clé, un procès avec juré, une remise de peine ou peut-être même une grâce. Alors évidemment, au cours de ce parcours, Schwarzy va rencontrer ses adversaires. Et faire ce qu'il sait faire de mieux. Des muscles, des nanas, de la bagarre. Running Man, c'est un actionneur 80 par excellence. Alors tu vas certainement te demander, est-ce que ce film en apparence décérébré peut avoir d'intéressant ? Disons que, au-delà de sa forme, il caresse en surface un thème qui mérite notre attention. En effet, Running Man, jeu sanglant par excellence et diffusé sur la chaîne ICS, c'est le plus gros succès de la télé. La foule adore ces gladiateurs des temps modernes et son déferlement de violence. Le parallèle entre la noirceur de l'arène, son côté impitoyable et la légèreté avec laquelle le public scande les prénoms des traqueurs peut laisser un goût amer. Cela pourrait s'arrêter là, mais Running Man va un peu plus loin. Il parle également du traitement de l'image et du fait que l'on peut faire dire ce que l'on veut à ces dernières. Montage pour la télévision. Ce que le film dénonce, c'est l'hégémonie de la télé comme seul canal de communication. Si l'info ne provient que d'un seul interlocuteur et que celui-ci la dénature, elle devient donc la vérité pour ceux qui l'écoutent. Sur lesquels Richard a tiré à bout portant en arrivant à l'aéroport. Mais c'est pas vrai. Et c'est là que le film prend tout son sens. En 1987, il interroge son propre spectateur sur son rapport à l'image. Tout d'abord par la violence, celle que l'on cherche peut-être en regardant ce film. Nous amenant à l'injuste conclusion que nous sommes peu ou prou similaires au public de Running Man, qui nous révulse pourtant à chaque applaudissement d'une effusion de violence. L'absence de remise en question de l'information couplée au régime totalitaire est malheureusement peu exploitée dans le film, mais est quand même abordée à mi-mot. Notons d'ailleurs que le spectacle Running Man est d'ailleurs habilement porté par Damon Killian, joué par le regretté Richard Dawson. J'en connais un qui est pas sorti de l'auberge. On le voit comme manipulateur, égocentrique et prêt à tout pour le succès de son émission. Faisant fi des lois, il sera le parfait antagoniste que tout film rêve d'avoir.
La performance de l'acteur est à saluer et pour ce faire il est servi par une écriture remarquable. Brenda, si jamais je revois cette espèce d'abruti demain matin, c'est toi qui feras son boulot pour toute la semaine. On y va, oui ou merde? Côté acting, Schwarzy cabotinera comme jamais, plaçant ses traditionnels punchlines N'oubliez pas de m'envoyer un double. et son cultissime. I'll be back. Le film dénoncera également l'omniprésence de la publicité et placera à un moment une censure de l'art sans malheureusement ne jamais en donner la raison. Toutes ces chansons sont censurées. Et ça, c'est plutôt intéressant. On dirait des vêtements achetés au marché noir. Mention spéciale à sa musique qui se révèle être un vrai petit bonbon. Bien dans son époque, délicieusement sucré et qui ravira les amateurs de vieux synthés. Ce film d'apparence bas du front se révèle donc plus intelligent qu'il ne laisse paraître. Même s'il ne se rêve pas en grand récit dystopique et cyberpunk, il esquissera l'ébauche d'un discours sur le totalitarisme et le diktat de pensée de la télévision. Au-delà d'être une de mes madeleines de Proust qui marche à chaque fois, ce film synthétise à merveille son époque et se révèle être un divertissement kitsch mais qui a le mérite d'être l'actionneur type comme on n'en fait plus. Et puis vraiment, est-ce qu'on peut se lasser de... I'll be back. Pourtant, 4 ans avant la sortie de Running Man, il y eut un film qui portait un thème similaire, un peu oublié et pourtant terriblement intéressant. Le Prix du danger est un film franco-yougoslave sorti en 1983, retenez la date, elle est importante, et réalisé par Yves Boisset. Il est adapté d'une nouvelle de 1958 écrite par Robert Sheckley. Retenez la date, elle est... bref, vous avez compris. François Jacquemart, incarné par le jeune Gérard Lanvin, est un chômeur qui prend la décision de participer à un jeu mortel qui promet la fortune à quiconque le gagne. Bah ouais, ça faut vous décider les mecs. Moi je suis chômeur, j'ai pas que ça à faire. Le Prix du danger. Le jeu consiste en une traque de 4 heures au cours duquel le candidat sera traqué par 5 civils armés qui s'engagent de leur propre chef dans l'aventure. L'un d'eux est même joué par le génial Jean-Claude Dreyfus. Ben oui. Oui, je crois, voilà, mesdames et messieurs, un gaillard auquel il vaut mieux ne pas chercher l'ouasse. Ah, ne trichez pas. Marie ne triche pas avec ses saveurs. Vous l'avez pas vu venir, hein? Non, moi je me souviens surtout de lui dans le génial Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet. Ici ou ailleurs, on est nulle part ici. D'ailleurs, je vous recommande chaudement ce film, parce que le travail de caméra de Jeunet reste toujours un petit bonbon de cinéma. Son présentateur, Frédéric Mahler, incarné par un Michel Piccoli exceptionnel et qui livre de très loin la meilleure prestation du film, est comme dans Running Man, un exemple même de la détestation. Pas de pitié. Vous êtes bien décidé à tuer François Jacquemart. L'émission Le Prix du danger, reine de la chaîne CTV, bat tous les records d'audience et Mahler est au sommet. Ici, pas de prisonniers, ce sont les candidats eux-mêmes qui viennent s'inscrire de leur propre chef. Le film utilise habilement l'idée d'une loi sur le suicide assisté pour être pénalement inattaquable. A l'inverse de Running Man, l'action ne se passe pas dans une zone fermée mais à ciel ouvert, François devant déambuler dans les rues d'une ville bondée. Mais il finit par comprendre que l'émission est truquée et décide de réécrire ses propres règles. Le Prix du danger aura cependant une dynamique plus intéressante que son successeur, puisque c'est l'appât du gain qui sera au cœur de l'intention du protagoniste, et non une machination propagandesque. Il dénonce également une société consumériste et froide, comme son architecture le suppose. Pour dépeindre un Paris futuriste dystopique, le film fut en partie tourné à Belgrade, où l'architecture brutaliste donne un grain si particulier à l'imagerie du film. Le brutalisme est un style architectural issu du mouvement moderne. Il connaît une grande popularité entre les années 50 et 70 avant de décliner peu à peu dans les années 80. C'est un des points forts du film d'ailleurs. Sa réalisation est très dynamique avec des plans courts mais qui autorisent la contemplation de manière fugace. Nous sommes en face d'un film qui a autant à nous communiquer par sa narration que par ses décors. Il dégage une vision futuriste empreinte de technologie archaïque. Mais je sais pas pour vous, mais j'ai énormément d'affection pour ces films qui dépeignent un futur technologique qui nous est obsolète. Et ça finit par porter un nom, le cassette futurisme. Revenons donc au Prix du danger. Vous l'aurez compris, ce film quelque peu oublié est pourtant une expérience cinématographique qui mérite largement d'être réhabilitée. Son succès d'estime à l'époque ne lui a permis de perdurer qu'au travers d'une niche de spectateurs, alors que c'est un film dense et qui ne laisse que peu de répit. Sa fin fait mal car elle n'est pas moralisatrice mais transmettra un message fort. Comme Running Man, le Prix du danger extrapole la télé de son époque pour en imaginer ce qu'elle pourrait devenir. Et le constat fait froid dans le dos.
Comme dit plus haut, le cassette futurisme révèle une technologie obsolète. Sauf que le thème de fond est plus présent que jamais. Que l'on allume la télé ou TikTok, nous sommes sans cesse abreuvés de contenus débilitants et de contre-informations. Désormais, l'information est si rapide qu'elle n'a pas le temps d'être traitée et vérifiée. La vérité devient tout et son contraire, influencée par les canaux de communication et les algorithmes. Et le récent décès de Jean Pormanoff en direct nous prouve que la fiction a pris un train de retard sur le réel. Ce que ces films n'avaient pas prévu, c'est justement cette évolution si rapide qui fait que le support change, mais pas le fond de la réflexion. À l'époque, nous parlions d'un canal unique amenant à une pensée unique, aujourd'hui c'est l'inverse qui se produit. N'en reste pas moins que Le Prix du danger est une dystopie plus mature et forte dans sa thématique et sa manière de le traiter que Running Man. Les deux se complètent à merveille, faisant de ce dernier une suite presque non officielle au premier. L'un pouvant être défini comme la version plus grand spectacle, modernisé et s'exhortant encore un peu plus des limites de la violence instaurée par son régime, bien que totalitaire. Je vous avais dit de retenir les dates, car en effet elles ont leur importance. Nous avons vu que la nouvelle de 1958 a inspiré le film Le Prix du danger sorti en 1983, et que Running Man 1987 s'inspire du roman de King sorti en 1982. Eh bien, dans les années 90, une partie de l'équipe du Prix du danger portera plainte contre le film Running Man pour plagiat. Le procès disculpera le film Running Man, pourtant à la lecture du roman de King, celui-ci est un mix entre les deux films. Aujourd'hui encore, seules les dates de sortie du roman de King et du Prix du danger, séparées de seulement un an, peuvent questionner. Ce sont deux œuvres que je considère comme immanquables. Elles ont prédit ce que serait la télé, avec notamment la télé-réalité, mais se sont faites dépasser par notre propre réalité. Et comme je suis joueuse de jeux vidéo à mes heures perdues, j'ai décidé de me replonger dans un jeu vidéo qui reprend cette formule mais en inverse les codes. Mad World est un beat'em all sorti sur Wii en 2009. Ne retenez pas la date, elle n'est pas importante. Et développé par Platinum Games. Il sera le premier jeu sorti par le studio, composé d'anciens de chez Clover. Clover était un studio en charge de projets plutôt originaux pour la GameCube appelé le Capcom 5. Il y aura notamment PN03, Beautiful Joe, le cultissime Killer 7, mais aussi le tout aussi culte Okami. Restera le jeu Dead Phoenix qui sera annulé et après la sortie de Okami, le studio malheureusement fut abandonné. Mad World sera donc le premier jeu sorti par Platinum Games, sorte de renaissance du studio Clover. Et quel jeu! Mad World s'inspire très fortement de l'esthétique de Sin City, avec des noirs et blancs inversés et ne laissant aux joueurs pour seule couleur que les effluves de sang et les onomatopées, respectivement rouges et jaunes. Ce parti pris visuel très réussi apporte au jeu une patte unique et donne une puissance significative à sa noirceur. Le jeu prend place dans l'émission Death Watch, où à l'inverse de Running Man ou Le Prix du danger, ce ne sont pas les candidats qui sont enfermés avec des tueurs, la machine à tuer, c'est vous. La ville de Varigan City est devenue la proie à un groupe de terroristes connu sous le nom de The Organizer. Ces terroristes ont pris le contrôle de la ville et l'ont transformée en cette énorme émission de télé. Les habitants de la ville doivent alors combattre de mystérieux ennemis pour survivre et gagner le gros lot, 100 millions de dollars. Au premier abord, simple prétexte pour le jeu, le scénario devient vite très noir. Disposant également de personnages hauts en couleur, d'un humour noir bien senti et de commentaires débilissimes au possible. Il faut toujours faire attention à la signalisation. Il porte carrément la signalisation sur lui. Mad World est cacophonique et survitaminé. Nous avons la possibilité d'enchaîner les exactions sanglantes pour alimenter une jauge de combo. Mimer l'action à la Wiimote était la plus grande promesse de la machine, mais nous connaissons tous et toutes son imprécision légendaire. Néanmoins, le jeu restera fun, bien qu'exigeant et assez difficile passé son premier tiers. La diversité de ses boss et de ses mécaniques en font un beat'em all efficace et assez addictif. Un panneau de signalisation? C'est ok. Un pneu? C'est ok. Une benne à ordures? Évidemment que c'est ok. Et vous pouvez penser que je place Mad World là uniquement pour Death Watch, mais pas que, puisque son scénario pousse la réflexion aussi sur la violence dont elle surabonde de manière presque abusive. Les commentateurs de l'émission sont d'ailleurs l'exemple de cette ode à la violence puisqu'elle est glorifiée et encouragée. Ils traitent de manière certes superficielle ce thème, mais il a le mérite d'exister.
Sa critique des dérives de la télé-réalité est similaire à Running Man et le prix du danger, à la différence que pour Mad World, elle existe déjà. Ce qui ne manque pas de renforcer l'aspect précurseur des deux films. Mad World fait également de la violence une mécanique de récompense. Plus le joueur sera violent, plus son score sera élevé. Et tout ceci sera questionné par le jeu au fur et à mesure que l'aventure se déroule. Le joueur est autant l'acteur de cette violence que le spectateur qui s'en délecte. Alors oui, ce n'est pas des plus habiles ni des plus marquants, mais le fait de le traduire manette en main rajoute un petit quelque chose à ce jeu qui est extrêmement bon dans sa proposition. Bref, vous l'aurez compris, le thème de la télé-poubelle est quelque chose qui traverse les époques et questionne toujours autant. Et ce n'est pas en 2025 que les choses vont changer. Ouais, les mange-merdes, je suis toujours là. Puisqu'en 2025, le génial Edgar Wright, à qui l'on doit notamment la trilogie Cornetto ou Baby Driver, sortira sa vision du roman Running Man. Il promet un film plus proche du roman que la version de 1987, mais une question demeure. Saura-t-il tenir compte de l'évolution des médias pour étoffer son récit et le mettre au goût du jour? Puisque depuis les deux films et le jeu vidéo Mad World, l'émergence des réseaux sociaux n'a eu de cesse d'augmenter. Mais rappelons qu'en 2020, Gun Akimbo avait déjà traité de cette évolution de manière très superficielle mais pas inintéressante. D'ailleurs, je vous recommande ce film parce qu'il est extrêmement débile mais diablement savoureux. La télé et donc les médias n'ont pas fini de susciter des interrogations. Il y a 40 ans, la pensée, vecteur de pensée unique, centrale et modernisant les gladiateurs, justifiée comme bienfaitrice pour le peuple, appui d'un régime totalitaire, elle est le symbole résiduel d'un temps révolu. Nous pensions vaincre la télé, mais l'opium du peuple a changé. Les réseaux sociaux et notamment TikTok sont ce nouvel opium qui lui n'est par contre pas aussi contrôlable que son ancêtre. Gageons qu'il ne manque plus qu'un vide juridique pour que la formule naisse et dépasse ce qui était qualifié de dystopique il y a 40 ans. J'espère que cet épisode 3 vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que le meilleur opium reste la culture.